Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça à Séville 3-0 dans ce match à forte intensité. On revient sur ce match en analyse un peu plus approfondie. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Match pas facile, hein. Victoire pas facile, mais victoire quand même les amis, encore un clean sheet, j'ai envie de dire aussi. Le match était une parfaite, pour moi, répétition pour la Ligue des Champions, on va dire, pour les matchs de Ligue des Champions, contre par exemple le Bayern ou l'Inter Milan, où il y aura beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing, principalement d'ailleurs pendant les 20 premières minutes, parce qu'après c'était un peu plus simple quand même pour nous. Mais voilà, ils nous ont bien pressé assez haut, ils nous ont empêché de relancer, ils ont fait ça très bien, franchement. On a dit qu'on a eu beaucoup de mal hier, beaucoup de critiques. Ouais, le Barça s'est fait bouffer, tout ça. Mais mine de rien, c'est surtout que Séville en face on fait un très bon travail en fait de pressing et pour nous empêcher de relancer le cours, tout simplement. D'ailleurs, dans ce travail, on s'en est plutôt bien sorti, mine de rien. Ter Stegen très utile là-dedans à la relance. Hein. On le sait qu'il est quand même très bon à la relance. Séville nous a obligés à relancer long souvent sur Lewandowski qui lui bonifie chaque ballon, les amis. À chaque fois qu'il a le ballon, franchement, c'est la grande classe, voilà, tout simplement. Donc très bon dos au but, Lewandowski très bon pour recevoir des longs ballons comme ça et pour contrôler, pour garder le ballon et pour après voilà, relancer, on construit l'action, tu vois. Très utile là-dedans donc. Séville avait aussi des bonnes phases de possession, ils nous ont obligés à contre-attaquer en fait, à jouer en contre-attaque en début de match. C'est sur une contre-attaque d'ailleurs qu'on a marqué notre premier but. Ce qu'on a donc du coup plutôt bien fait. Au final, on a eu beaucoup d'attaques, surtout en première mi-temps, beaucoup d'attaques de contre-attaque, donc d'attaques assez rapides comme ça. Dembélé, Rafinha et Lewandowski ont fait énormément de mal à Séville en contre-attaque parce qu'ils ont une vitesse assez folle, j'ai envie de dire. Quand on revoit le match d'ailleurs, j'ai regardé, j'ai pas regardé le match entier, j'ai pas eu le temps de me poser pour regarder le match entier, mais j'ai regardé surtout les 20 premières minutes, et quand on revoit les 20 premières minutes, c'est pas si catastrophique que ça les amis. Franchement, hier, on se dit dans le feu de l'action, on se dit bon voilà, c'était chaud, c'était bouillant, on a failli prendre l'eau et tout ça. Quand on revoit le match, c'est quand même pas aussi catastrophique que ça, j'ai envie de dire. On voit bien que Séville jouait très haut, nous bloquait vraiment à la relance, et qu'on était obligé de jouer le long, donc forcément ça implique d'avoir un peu plus de perte de balles, mais en soi voilà, dans l'ensemble j'ai trouvé ces 20 premières minutes pas si horribles que ça. Ok, on subit quand même pas mal d'occasions, pas mal de buts hors jeu, enfin un but hors jeu je crois, et pas mal d'actions hors jeu de la part de Séville quand même. Notre défense, mine de rien, même si elle joue haut et même si elle a failli être dépassée sur plusieurs actions, elle était plutôt bien alignée, mine de rien, parce que si les mecs se sont retrouvés tout le temps hors jeu, c'est qu'on était quand même bien alignés. Et Ter Stegen nous a sorti évidemment des giga parades, histoire de montrer qu'il est lui aussi revenu au niveau, et ça c'est un bon point. Moi ce que je retiens, c'est qu'il vaut mieux subir des occasions comme ça, des actions, subir dans un match contre Séville les gars, que plutôt se retrouver contre le Bayern d'un coup, où on tombe que sur des matchs faciles pour nous, et d'un coup on se retrouve contre le Bayern et on se fait déchirer, tu vois. Dans ce cas là, je préfère subir un peu contre Séville, comme ça c'est une petite alerte pour dire attention, regardez ce qu'on peut subir comme action. On peut se prendre des passes, parce que c'était surtout des passes longues dans le dos des défenseurs, et le gars partait tout seul. Donc je pense que le Bayern a bien vu ça, et je pense que Xavi s'est bien rentré dans sa tête aussi. Donc vaut mieux que ça arrive maintenant que contre le Bayern, voilà, tout simplement. Même si, faut se rappeler les gars, il n'y a pas que le Bayern dans la vie. On parle beaucoup du Bayern, ouais, mais contre le Bayern, pas que le Bayern les gars. Dans le dernier match, on a remarqué qu'on avait beaucoup de corners et qu'on n'avait pas réussi à mettre de but, tout simplement sur corner. On avait aussi remarqué que toutes nos attaques quasiment, en tout cas tous nos buts passaient par la droite, et sur ce match là tu vois, on a vu que sur corner on a été plutôt efficace, enfin sur un but au moins, mais on a toujours des corners assez dangereux avec Rafinha. Vraiment ses centres, ils sont vraiment très très dangereux. Franchement, c'est quand on aura plus l'habitude, quand on sera meilleur dans le jeu aérien, on n'a pas l'habitude de marquer des buts comme ça, mais quand ça va venir les amis, attention, parce que Rafinha, les centres qu'il fait sont magnifiques. Donc on a été dangereux, et on a fini par marquer donc le troisième but sur corner, sur une combinaison travail à l'entraînement, et ça fait plaisir de marquer des buts qui sont travaillés à l'entraînement, qui sont vraiment réfléchis, donc le travail paye. Et sur le premier but, on voit bien que l'action elle part de la gauche, tu vois. Donc Dembélé lui a été très bon sur la gauche, alors qu'on avait dit aussi dans le dernier match que Rafinha avait été très bon sur la droite. Ensuite ils avaient échangé avec Dembélé, et Dembélé avait été très bon sur la droite, et les deux à gauche étaient plutôt moyens. Là Rafinha il est resté tout le match à droite, Dembélé est resté tout le match à gauche, et Dembélé a été plutôt très bon, même s'il a loupé quelques trucs, il a tiré, il a tué 2-3 pigeons, tout ça encore, mais bon, on va pas
lui en vouloir. Il a été quand même très percutant sur son côté gauche, il a apporté beaucoup, c'est de lui aussi que vient un peu le premier but, même s'il y a eu un travail avant de récupération, mais c'est lui qui est lancé par Busquets, c'est qui accélère le jeu sur la gauche et qui lance après Lewandowski sur la gauche encore, donc voilà, on a un peu équilibré nos attaques et ça aussi ça fait plaisir. Les enseignements aussi qu'on peut retenir de ce match là, c'est que encore une fois Jordi Alba et Piqué ont été sur le banc, 4e fois pour Piqué, 3e fois pour Jordi Alba, donc c'est jamais arrivé dans l'histoire récente, donc il faut le souligner ça aussi encore une fois. Piqué lui n'a toujours pas joué une minute, Jordi Alba lui est un peu rentré aussi quand même parce que je pense que Xavi compte quand même un minimum sur Jordi Alba dans la rotation, tout ça, il faut qu'il soit aussi au niveau dans la rotation. Si je l'ai dit dans le live Twitch hier, dans l'avant-match, j'ai dit que c'est bien beau que Baldé tout ça soit bon, mais si des mecs comme Jordi Alba, principalement Jordi Alba parce qu'à la limite Piqué on s'en fout, mais Jordi Alba n'est vraiment pas au niveau et qu'il y en a un des deux autres qui se blesse, on fait comment? Il faut quand même que les mecs soient au niveau, un minimum, même si on n'aime pas Jordi Alba, même si on veut qu'il parte, ok, mais il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice cette saison, tout simplement, on aura besoin de tout le monde. Enfin bref, en tout cas pour les deux, ça sent quand même le sapin, ça sent un peu la dernière saison pour eux. J'ai bien l'impression qu'il y a quand même beaucoup de capitaines qui vont partir à la fin de la saison. Koundé aussi qui a encore joué à droite, malgré tout ce qu'on peut dire sur ce choix-là de la part de Xavi, au final il s'en sort plutôt pas mal, encore une fois, pour la deuxième fois, contre son ancien club, dans un match où vraiment il y a beaucoup de pression, beaucoup de pressing de l'adversaire, beaucoup d'intensité, il s'en est plutôt bien sorti, j'ai envie de dire, que ce soit défensivement ou offensivement, il finit avec 2 passes décisives, donc voilà, on peut qu'applaudir la performance du joueur et le choix de Xavi. Moi j'étais d'accord avec ça, hein, je l'avais dit de toute façon, Koundé à droite pour moi c'était le choix pas évident, peut-être, mais c'était le meilleur choix avec les joueurs qu'on a, et je pense que ça va se vérifier. Je pense que ça se vérifie déjà un petit peu, je pense que ça va continuer à se vérifier, oui. Je vous avais dit que Koundé avec le Barça et Xavi, c'est pas la même chose que Koundé avec l'équipe de France et Didier Deschamps, hein. Je veux pas manquer de respect à Didier Deschamps, mais ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même style, pas la même animation, tout ça, donc, et voilà, ça se voit, pour le moment ça tient, on verra avec le temps. Gavi aussi a fait taire pas mal de critiques, même s'il y a encore quand même beaucoup de supporters qui, je sais pas, qui ferment peut-être les yeux sur les prestations de Gavi. J'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe avec Gavi. Après il y a beaucoup de gens qui sont déçus parce que Frenkie joue pas ou parce que Kessié joue pas, ok, je peux comprendre, mais comme je l'ai dit dans mon live d'avant-match hier, tout le monde va jouer les amis, on le sait bien, il y a beaucoup de matchs qui vont se jouer cette saison et on va jouer tous les 3 jours là, dans pas longtemps, à partir de septembre, après en octobre ça va être un mois ultra violent, novembre ça risque d'être tendu aussi, début novembre, donc ça va être intense. À partir de cette semaine là jusqu'à fin novembre, ça va être très intense. Les matchs vont s'enchaîner tous les 3-4 jours là, et il y aura du temps de jeu pour tout le monde tout simplement. Donc on peut ne pas être content que Gavi soit sur le terrain, mais de là à le critiquer et espérer ou dire qu'il fait un bon match, un mauvais match alors que justement il fait un bon match juste pour défendre ses autres trucs, je trouve ça un peu... Enfin, bref, sans plus tarder, on va passer à l'analyse des buts. Donc pour le premier but, après une récupération, Araujo relance pour Gavi, mais la passe n'est pas assez précise. Ça, c'est encore un problème d'Araujo. Au niveau de relance, il est pas, on le sait, il est pas exceptionnel quoi. Séville repart vers l'attaque et le Barça, lui, presse bien. On voit Dembélé qui redescend pour aider au pressing et rapidement Jordan se retrouve entouré de Dembouz, Busquets et Pedrito. Rafinha qui est aussi redescendu lui bloque une éventuelle passe dans sa zone ou peut éventuellement presser le 6 s'il reçoit le ballon et qui se retourne par exemple. Pedri lui est prêt à se jeter si jamais Jordan choisit son 6, il est prêt à bloquer la passe et du coup Jordan il a plus trop le choix. Il a uniquement le choix de la donner à Lamela du coup. Gavi lui sent le coup et va se jette sur Lamela hein, comme un bulldog. Lamela le voit au dernier moment donc c'est trop tard, hein, son pire cauchemar est déjà dans son dos. Busquets en 2 touches lance Dembélé, toujours très important Busquets là-dedans, hein, on le répète, mais il sait lancer les attaques rapidement en 2 touches, en 1 ou 2 touches, c'est très rapide, il lâche le ballon, pas besoin de garder la balle pendant 3 heures, surtout dans cette situation là, il a fait le bon choix très rapidement, il lance Dembélé, on voit à ce moment là que Dembélé et Rafinha donc au moment de la récupération sont prêts à démarrer. Dembélé lui scanne derrière lui pour voir un peu le champ, voir qui y a, tout ça comment ça se passe. Busquets le lance et là tout devient plus facile pour lui, hein. Tu donnes de l'espace à Dembélé, il en fait ce qu'il veut, il est quasi imbattable le gars. Donc en une passe on se retrouve donc en contre-attaque à 3 contre 4, Lewandowski, Rafinha, Dembélé. Rafinha qui sprint sur le côté droit lui attire le défenseur gauche, le défenseur central gauche, on voit Acuna qui a pas eu le temps de redescendre. Dembélé avance un maximum pour attirer le deuxième central
vers lui et il sert Lewandowski à la limite du hors-jeu au dernier moment. C'est là qu'on voit toute la classe de Lewandowski, les amis. Dommage que ça rentre pas, mais Rafinha, lui, il suit très bien et ça fait 1-0. Dommage pour Lewandowski, il aurait pu mettre un doublé. Ok, bon, c'est pas grave, on marque quand même le premier but et Rafinha marque son premier but officiel avec le Barça, donc tout va bien. Le deuxième but part d'une touche sur la gauche de Baldé. L'équipe repart en défense pour faire monter un peu le bloc de Séville parce que le bloc était assez bas. Koundé, lui, a le ballon donc sur la droite et logiquement devrait la passer à Rafinha, normalement. C'est la solution la plus facile. Rafinha qui fait l'appel dans ses pieds pour lui dire vas-y, serre-moi le ballon, donne-moi le ballon, frérot. Koundé, lui, se sert de ça pour éliminer En-Nesyri. À ce moment-là, on voit Lewandowski qui fait déjà l'appel. Au moment du crochet, le gars il lève déjà le bras, vas-y, frérot. Koundé, lui, lève la tête au moment du crochet, donc il voit Lewandowski et le sert parfaitement. Gavi amène Rakitic avec lui. Vous allez me dire peut-être que j'en fais trop, encore une fois, mais franchement, les gars, c'est pas le cas. Objectivement, là, c'est une analyse pour voir, pour montrer quels sont les rôles de chaque joueur qui rentre dans cette action-là. Donc juste imaginez si Gavi était allé en direction de Koundé pour lui demander le ballon dans les pieds. À votre avis, qu'est-ce qui se serait passé? Rakitic, il aurait été beaucoup plus proche de Koundé et il aurait peut-être obligé Koundé à repasser par derrière en fait et faire le tour, la repasser à Araujo ou Garcia et tout ça, faire le tour encore. Le fait que Gavi continue son appel vers l'avant et qu'il se rentre comme ça dans le demi-espace, dans la profondeur, ça empêche Rakitic de monter sur Koundé. On le voit, Rakitic il regarde derrière lui pour voir où se trouve Gavi pour bloquer la passe et du coup Koundé lui il a tout le temps pour ajuster sa passe pour Lewandowski. Busquets aussi d'ailleurs pareil, il amène Isco sur lui, Isco il bloque la place, il veut bloquer la passe pour une éventuelle passe sur Busquets en gros. Donc Koundé voilà, il a le champ libre, il sert parfaitement Lewandowski qui se retrouve lui dans un fauteuil. Il faut pas lui donner ça les gars, le latéral droit il a voulu jouer le hors-jeu mais frère c'est Lewandowski qui est en face de toi, enfin c'est pas, joue pas au con comme ça, on lui laisse pas autant d'espace. Lewandowski, frère, il est dans un fauteuil, il te sort un but tout simplement parfait, un contrôle parfait et la finition aussi, et ça fait 2-0. Le dernier but vient d'un corner gagné par Gavi. Non, désolé, il a promis, j'arrête. Le corner donc est joué à 2 entre Dembélé et Rafinha. On voit que dans la surface quand même il y a énormément de monde. Là, tout le monde est regroupé dans la surface. Rafinha lui lève la tête et centre au deuxième poteau. Au moment du centre, Koundé fait un appel contre appel pour attirer un peu, tromper les défenseurs. Et il va à la réception du centre au second poteau. Koundé la remet dans l'axe, ce qui est quand même toujours hyper dangereux dans cette position-là de remettre le ballon dans l'axe. C'est soit t'as un but contre son camp, soit t'as un joueur qui est à l'affût et qui marque. Donc c'est le cas, le joueur qui marque Garcia, lui, il est omnibulé un peu par le ballon, donc il regarde pas vraiment tout ça. Et une fois que Koundé fait la passe dans l'axe, c'est trop tard, il démarre trop tard. Garcia est plus rapide que lui. Il a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets pour mettre son premier but en pro. Magnifique, pas le plus compliqué, mais bon, bref, bonne combinaison et ça fait 3-0. Donc premier but au Barça dans un match officiel pour Rafinha. Premier but en carrière pro pour Garcia et 5e but pour Lewandowski plus un clean sheet, 3e clean sheet de la saison pour Ter Stegen. Donc voilà, on va dire que niveau résultat, niveau stats, on est plutôt pas mal. On va passer maintenant aux questions-réponses. J'ai eu pas mal de questions. Surtout sur Gavi, positives, négatives, on va savoir pourquoi. J'ai choisi donc la plus originale, question posée par Steve Hi, qui dit: tu penses que Gavi était tombé dans la marmite de potions étant petit? Alors là, j'apprécie la ref, frérot, bien joué. Oui, je pense qu'il est tombé dans la marmite de potions quand il était petit. Non, sérieux, je comprends pas trop l'acharnement sur Gavi, à croire qu'on a envie que nos jeunes de la Masia échouent, parce qu'on n'a pas, je sais pas pourquoi. Pour quelle raison d'ailleurs? Pour quelle raison on voudrait qu'un jeune de la Masia, un des plus prometteurs de ces dernières années, ne réussisse pas au club? Alors est-ce que c'est parce que j'essaie de me mettre à la place des supporters qui pensent ça, est-ce que c'est parce que Frenkie, les gens sont fans de Frenkie ou fans de Kessié et qui disent Gavi ne devrait pas jouer? Ok, bon, je sais pas, il faut regarder le match aussi les gars, parce que Gavi a fait un excellent match, donc ça c'est un truc que je comprends pas. Ou est-ce que ça vient de peut-être inconsciemment, je ne sais pas, hein, mais peut-être que ça vient de Busquets, Jordi Alba et Piqué, tout ça, tous ces mecs là de la Masia qui sont restés pendant des années et qui ont martyrisé psychologiquement les supporters, on va dire. Peut-être que c'est pour ça.
Peut-être que maintenant la plupart, en tout cas beaucoup de supporters ont la haine sur les mecs qui viennent de la Masia, je sais pas. C'est un grand mystère. Franchement, c'est un grand mystère. Je ne comprends absolument pas ça. C'est un délire. Franchement, je vous avoue que j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi les gens ont absolument envie que Gavi échoue. Alors après on va me dire non, c'est pas parce que c'est pas qu'on veut que Gavi échoue, c'est parce que on veut qu'il y ait quelqu'un de meilleur que lui au poste. Qui est meilleur que Gavi à ce poste-là depuis le début de la saison? Vous allez me dire Frenkie on l'a pas trop vu jouer, Kessie encore moins. C'est probable. On devrait, comme je l'ai dit, on va les voir jouer les gars. On va aller voir jouer. Il va y avoir beaucoup de matchs. Ça va tourner. Hein. D'ailleurs quand mercredi là ça va tourner encore, je vous le dis. Mais Gavi, ce qu'il a montré sur le terrain, les amis, hier soir en tout cas. Déjà dans les matchs d'avant il était très bon, mais dans le match d'hier soir il a été monstrueux. C'était lui le meilleur milieu, les gars. Il a récupéré une tonne de ballons. Il a récupéré 11 ballons, les gars, hier. 11 ballons, c'est lui qui récupère le ballon sur le premier but. Il a été utile et il a été élu homme du match. Et la plupart comprennent pas encore pourquoi il est sur le terrain. Donc je vous avoue que je sais pas quoi vous dire. Le gars a couru 12 km. On demande depuis des années. La saison dernière, je me rappelle encore beaucoup de critiques sur Busquets, tout ça. Ouais, on a des milieux, ils ont pas d'intensité, ils ont pas de trucs, machin. Il nous faut des mecs qui ont de l'impact physique et athlétique. Ok, Kessie il est costaud, les amis. Ok, Frenkie il est plus costaud que Gavi, mais qui a plus d'impact que Gavi au milieu? Dans l'effectif, il y en a aucun, les gars. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu de ce que je veux dire, mais Kessie il est très bon, il a beaucoup d'impact. Ok, il a un physique de bufflet, quoi. Le mec c'est un monstre. Ok, on est d'accord. Mais Gavi apporte une activité que personne d'autre ne fait, les gars. Il a couru plus de 12 km hier dans le match. Et tout ça à haute allure, hein. Pas uniquement en trottinant, pas en marchant, les amis. Je vous conseille d'essayer de faire la même chose. Demain, vous vous posez, ou même cet après-midi, là, ce soir, vous allez courir 12 km à haute intensité, et puis on en reparle. Certains disent même que Gavi, voilà, il fait le rôle, il a le rôle de Busquets, c'est pas à lui de tenir ce rôle. À quel moment, les amis? Je vais vous poser une question, peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris le football, mais à quel moment un milieu relayeur, qui joue 8 ou bref, qui est donc relayeur, ne doit pas récupérer des ballons? À quel moment ce gars-là doit pas faire de pressing? Busquets n'est pas le seul à devoir récupérer des ballons, les amis. Enfin, au milieu, tout le monde doit récupérer des ballons, tout le monde doit faire un travail défensif. On l'a entendu de nombreuses fois la saison dernière. Tout le monde doit faire un pressing. Le problème, c'est que on n'avait pas tout le monde qui faisait un pressing, donc on se retrouvait en galère, en contre-attaque, on se prenait des comptes de ouf. On se plaignait que l'équipe n'était pas assez, ne mettait pas assez d'intensité dans les matchs et qui ne pressait pas assez tous ensemble. Et là, on a un mec comme Gavi au milieu qui presse. Et on va dire d'un coup, ouais, mais il fait le travail de Busquets, c'est à cause de Busquets, c'est pas quoi, c'est pas à lui de faire ce travail. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Un milieu relayeur, il doit aussi faire le pressing, les amis. Il n'est pas là juste pour offensivement apporter quelque chose. Il y en a qui se plaignent de Gavi, encore une fois, j'ai l'impression que cette question-là, ça va durer 3 heures, mais qui se plaignent de Gavi, ouais, Frenkie est meilleur, mais Frenkie est beaucoup moins offensif que Gavi, les amis. Ça se plaint de Gavi, il est pas assez offensif, il est trop à récupérer des ballons, il joue trop bas, je sais pas quoi. Absolument pas. Absolument pas. Franchement, ça se voit sur les analyses de but. Absolument pas. Oui, alors quand il doit presser l'adversaire, quand il doit récupérer, il joue bas, il va pas jouer, il va pas presser le gardien si les mecs ont la balle dans notre surface. Hein. Ça me paraît évident, mais à quel moment Frenkie joue plus haut que Gavi, les gars? Quand Frenkie rentre en relayeur, peu importe le rôle, le mec il se retrouve tout le temps en bas. À la construction, à chaque fois il va chercher le ballon, frère, il va le chercher dans la surface, dans notre surface. Alors que Gavi, il laisse ça à Busquets et il joue plus haut pour attirer les défenseurs adverses, tu vois. Donc voilà, il y a des comme ça, il y a des critiques que je comprends pas trop, je vous avoue. Voilà, il y en a qui disent aussi c'est pas un milieu typique Masia. Alors les amis, je sais bien qu'on a vécu des belles années avec Xavi et Iniesta, mais pas tous les milieux ne jouent comme Xavi et Iniesta, et pas tous les milieux de la Masia, les gars. Hein, je sais pas si vous regardez souvent les matchs de la B ou les matchs des jeunes, mais les milieux ne sont pas tous type Xavi et type Iniesta. On n'a pas un milieu Xavi Iniesta dans toutes les catégories des jeunes. Hein. Loin de là, les amis. On a des milieux prometteurs, je suis d'accord, mais un milieu type Masia, c'est pas un mec comme Iniesta ou Xavi. Je sais pas où vous avez trouvé ça comme argument, mais voilà, je sais pas. Franchement, ça reste un grand mystère, les amis. Je sais pas. C'est comme si on disait Ansu n'est pas type Masia parce que il est pas comme Messi quand Messi est sorti. Ça n'a aucun rapport, on est d'accord. Voilà, bah, c'est pareil pour moi. Enfin bref, j'ai arrêté avec Gavi, mais voilà, on va laisser un peu du temps à ce gamin. Il a 18 ans, les amis.
Rappelons-le un petit peu quand même, 18 ans, il a encore un manque d'expérience et de maturité. Ok, c'est normal pour un gars de cet âge-là, mais à 18 ans, qu'est-ce qu'on faisait nous? Qu'est-ce qu'on faisait? On n'était ni titulaire au Barça, ni en Espagne. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Ensuite, on a une question de Fadel Dieng qui dit: est-ce que vous avez remarqué que Dembélé ne combine pas avec Baldé? C'est vrai qu'on a l'impression que les deux combinent pas trop, même s'ils le font de temps en temps quand même, mais moi j'ai l'impression, je veux pas rejeter la faute sur Baldé non plus, mais j'ai l'impression que Baldé a un problème de déplacement, problème de jeu sans ballon. Voilà, on sait, Baldé il a énormément de qualité, athlétique, voilà, il est très puissant, il a beaucoup d'impact sur le côté, très rapide, tout ça, il a une grosse accélération, une grosse vitesse de pointe, il peut faire des bons centres, même si, bon, pour le moment, ses centres ils sont pas tous parfaits, mais bon, il a 18 ans aussi, rappelons-le, hein, les amis. D'ailleurs, personne critique que Baldé joue alors qu'il a 18 ans, comme Gavi. Enfin bref, j'arrête pas avec Gavi, j'avais dit. Donc le problème de Baldé n'est pas athlétique, n'est pas physique. Son problème c'est dans le jeu, c'est dans l'intelligence de jeu, on va dire. Mais ça vient avec l'expérience aussi. Ça veut pas dire que le gars ne saura jamais se déplacer de sa vie. Non, ça vient avec l'expérience, tout ça à force de jouer, de prendre l'habitude. Mais il doit être meilleur dans ses déplacements, dans ses appels, dans son jeu sans ballon, tout simplement. Souvent, on l'a vu dans les derniers matchs, Lewandowski ou même hier, je crois, Dembélé, à un moment, tu lui as parlé, tu l'as un peu, pas critiqué, mais tu lui as dit, fais l'appel, fais le truc, parce qu'il se déplaçait pas, il reste trop figé à attendre le ballon, alors que s'il déclenche son appel dans la profondeur, dans le dos des défenseurs, ça peut faire très mal s'il est servi, et dans tous les cas, ça libère un joueur pour Dembélé, au lieu de Dembélé, si Baldé il monte pas assez haut, Dembélé va se retrouver en 1 contre 2, tu vois, il peut se retrouver en 1 contre 2, alors que si Baldé il fait l'appel, ça peut libérer un peu d'espace et Dembélé peut se retrouver en 1 contre 1. Donc voilà, c'est important qu'il faut qu'il travaille là-dessus, mais ça va venir avec le temps, je pense que ça va venir, pas d'inquiétude là-dessus. Ensuite, on a une question de Rim qui dit: on verra une autre compo pour la C1 cette semaine. Alors oui, je pense que oui, je pense que là, il y a eu beaucoup de changements, on a vu des petites infos qui sont sorties là-dessus aussi tout à l'heure là. Je pense que de toute façon, Xavi, il a fait sortir à la 60e Lewandowski, Dembélé, Pedri, Garcia aussi qui est sorti sur blessure, même si c'est pas grave, apparemment, rien de grave. Il est pas blessé, c'était juste une gêne ou je ne sais pas, par prudence on l'a fait sortir, par précaution. On a vu aussi un Araujo qui était c'était très compliqué pour lui physiquement dès le début, hein. Au bout de la 20e, 30e minute déjà, il commençait à se tenir le genou, des gros tacles avec ses genoux, voilà. Je pense que ces gars-là vont se reposer. Pas en Ligue des Champions, mais je pense que voilà, ils sont sortis. Je pense que Araujo et Garcia ne joueront pas en Ligue des Champions. Je pense qu'on verra une charnière centrale Koundé-Garcia avec peut-être Sergio Roberto à droite, voire Bellerin s'il est convoqué, je ne sais pas. À gauche, peut-être qu'on verra même Jordi Alba. Je sais, vous allez me dire, ah non, machin, mais au final, ça reste le Victoria à domicile, les amis, donc je pense qu'on pourra voir Jordi Alba. Je pense que, bon, Lewandowski sera titulaire. Je pense que ça parle de Dembélé sur le banc aussi. Je pensais que Dembélé sortait justement en prévention pour la Ligue des Champions, mais apparemment, il serait sur le banc. Bon, on verra. Mais je pense qu'il y aura des rotations. Je pense qu'on verra soit Ansu Fati, soit Ferran Torres titulaire. Vous allez me dire Ferran Torres, ok, mais bon, c'est pas le sujet. Mais en gros, ça va tourner. Ça va tourner. Et au milieu, pareil, Gavi, il est resté tout le match. Il a eu des crampes à la fin du match. Je pense qu'il va être reposé. Ça, voilà. Peut-être qu'il y aura moins de critiques sur Xavi parce qu'il mettra peut-être Frenkie ou Kessie à la place de Gavi. Mais peut-être qu'on aura des critiques que si Ferran Torres est titulaire. Et Alba aussi. On ne sait jamais. On n'est jamais à l'abri, les amis. On finit par la question de Ousmane qui dit: Ter Stegen est encore présent. Yes. Encore un très grand match de Ter Stegen, les amis. Il revient à son meilleur niveau. Et ça fait plaisir pour la saison. On aura besoin d'un grand Ter Stegen cette saison. Il nous avait sauvé de beaucoup de buts. Il y a quelques années de ça, quand il y avait Messi et Ter Stegen, il n'y avait que les deux. Là, s'il revient à son meilleur niveau, hier il nous sauve encore le début de match, il fait des énormes parades, surtout une énorme réflexe là sur Rakitic où il met sa main, c'est incroyable. Donc on voit un Ter Stegen à son top, qui revient à son meilleur niveau, et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle pour la Ligue des Champions, pour la Liga. On en aura besoin toute la saison, les amis. Voilà, il y a eu beaucoup de critiques sur Ter Stegen la saison dernière, il n'avait pas pu faire une préparation, il avait des gênes à son genou. Il a pu bien se reposer cet été, il a choisi de pas être convoqué avec l'Allemagne et tout pour la Ligue des Nations, les trucs comme ça. Donc il a eu un gros repos, il a pu se reposer comme il faut, travailler musculairement aussi, ce qu'il n'avait pas pu faire la saison dernière pendant la préparation. Il a fait une vraie préparation physique pour le coup, et on le sent quand même qu'il est bien. On sent que la confiance revient aussi, on sent que avec une défense aussi comme ça, une défense aussi bonne, bah ça redonne aussi de confiance au gardien, donc c'est bien pour lui. J'espère que de toute façon on aura besoin de tout le monde, les amis, cette saison, donc c'est bien pour tout
pour l'équipe tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous a plu les amis. Moi j'ai pris un grand plaisir à la faire hein, et à répondre sur le Gabi, même si les réponses ont duré 6 heures. On se retrouve donc demain sûrement pour une nouvelle vidéo, à moins que demain je me repose un petit peu parce que je suis un peu claqué en ce moment. Mais d'ici là les amis, portez-vous bien, passez une très bonne journée, ciao.